Voilà, moi je vous parlais des effets attendus, indésirables de la sclérothérapie, parce qu'en fait depuis 1 an ou 2 ans, on est dans une sorte de paranoïa totale. On a l'impression un peu que la sclérothérapie est devenue le serial killer des traitements endoveineux. Donc je voudrais qu'on réfléchisse tous ensemble sur les effets indésirables qui peuvent être faits par l'ensemble des techniques. Voilà. Pour ce topo, mais vous voyez que je n'ai aucun conflit d'intérêt, contrairement à d'autres labos. J'en ai pas du tout pour le cluster. Pour travailler ça, la première référence, vous avez un bel article de Claudine Amel-Desnos et Luc Moraglia dans le livre de médecine vasculaire où elle parle d'effets indésirables et autres. Donc je me suis bien inspiré de ça pour essayer de vous amener mon mécanisme de pensée sur les effets. Alors, quand Whiteley l'a bien montré, quand vous injectez un produit sclérosant dans une veine, vous allez avoir une altération partielle de l'endothélium et de la média de la paroi veineuse. Cette altération, elle se crée grâce à l'action de facteurs inflammatoires et pro-apoptiques largués par l'endothélium endommagé. Et ça va avoir un effet destructeur sur la média, et ça va pénétrer jusqu'à 250 et 300 microns de profondeur. Claudine, pour la reciter, l'a bien montré. Tout ça, ça va évoluer vers une fibrose et ça va prendre 6 mois, voire plus. Si on parle aujourd'hui des 3 effets indésirables le plus rapportés par nos patients, et c'est sur ça que je veux dire, ils viennent voir, ils me disent « Oh là là, docteur, c'est dur. Oh là là, docteur, j'appuie. Puis en plus, quand j'appuie dessus, ça fait un peu mal. Et puis en plus, j'ai des bleus. » Voilà. C'est un peu ce qui nous attend. Et je voudrais qu'on réfléchisse tous ensemble dessus. En fait, évidemment que c'est dur, parce que déjà, sclérose en grec, ça veut dire durcir. Donc ça serait difficile de ne pas obtenir un résultat attendu en voulant avoir de la fibrose. Fatalement, on va durcir la veine et elle va se scléroser. C'est exactement la même chose avec le laser, la radiofréquence ou la colle. Il ne faut pas se tromper. Que vous fassiez une sclérose ou que vous fassiez du laser, de la radiofréquence, de la colle, vous allez durcir la veine puisque vous allez aller vers la fibrose. Donc jusque-là, et quand c'est dur, ça peut devenir un peu inflammatoire. Ça peut devenir inflammatoire puisque finalement, ça va scléroser sous l'action d'agents inflammatoires. Alors ce cordon inflammatoire, déjà, il est très mal défini en phlébologie. On va parler de thrombophlébite superficielle, de vénite. Et ce que je vous disais, c'est un processus normal d'inflammation après la sclérothérapie, comme après une ablation thermique, une fois de plus. On est dans la même chose. Lorsque l'inflammation va être un peu excessive, le cordon sensible, rouge, situé juste sous la peau, devient la source d'inquiétude du patient. Et c'est là, en général, où il nous appelle. Et vous voyez que la limite entre la sclérothérapie et l'effet secondaire est très ténue. Qu'est-ce qui va me permettre de dire c'est un effet indésirable ou pas? C'est ce que j'ai cherché quand même. Je l'ai sclérosé, j'ai fait durcir, il va y avoir un peu d'inflammation, c'est ce que j'ai cherché. Donc peut-être c'est aussi à nous aussi à bien informer nos patients. Donc oui, le cordon inflammatoire doit être distingué de la thrombose veineuse superficielle. Alors pour compliquer en plus un peu le jeu, les anglo-saxons, ils nous appellent ça superficial thrombophlébitis, phlébitis. Enfin, on ne sait plus où on est, personne ne parle de la même chose, et ce qui fait que chacun lit dans son coin les études et rapporte un peu n'importe quoi. Cette multiplicité de termes induit donc une confusion dans les statistiques et recueil d'effets secondaires qui, pour le cordon inflammatoire, le phlébitis, la vénite, est de l'ordre de 4,7%. Qu'est-ce qu'il faut leur dire aux patients? Dans tous les cas, l'inflammation va diminuer et le cordon va se résorber spontanément en quelques semaines, voire quelques mois pour les moins rapides. Il y a toujours des tortues. Et là, une hypigmentation impossible.
Et là encore, la pigmentation n'est pas arrivée. Et pourquoi elle arrive? Parce que quand vous faites une sclérose, que vous avez fait une inflammation, il y a un peu de porosité qui se fait sur vos vaisseaux. Vous allez avoir une extravasation des érythrocytes, une hémosidérose locale, et ping, la pigmentation. Vous savez quoi? C'est la même chose en laser, radiofréquence et en colle. Une fois de plus, c'est la même chose. La sclérothérapie n'est pas le vilain enfant de la pigmentation. On peut l'avoir avec tout. Ces pigmentations, vous le savez, on l'a tous remarqué, plus la veine est éloignée de la peau ou si elle est interfaciale, pas ou peu de conséquences. Si la veine est proche de la peau, on va mieux voir l'hyperpigmentation. S'il n'y a pas de stimulation de mélanocytes, la coloration mélanique ne sera pas durable. S'il y a stimulation des mélanocytes, et notamment chez les grades élevés de classification de Fitzpatrick, là par contre, on est bon pour une hyperpigmentation mélanique. Donc, on peut quand même faire attention en ajustant ses doses, en adaptant bien sa stratégie de sclérothérapie. Il faut faire attention à la proximité de la peau et du type de peau. Attention, c'est une meilleure résorption, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent sur les peaux pâles. Et son taux de survenue est très variable dans la littérature, allant de 1 à 10% à 1 an, avec une pigmentation résiduelle de 1 à 2%. Et les ecchymoses. Est-ce que quand on va faire une prise de sang, on se plaint, on écrit à la NSM pour dire qu'on a un bleu? Mais c'est la même chose. Vous faites une ponction veineuse, vous allez avoir un peu de fuite vasculaire sous-cutanée ou cutanée, fatalement vous aurez une ecchymose. Et vous savez quoi, quand je fais du laser ou de la radiofréquence de la colle, ça m'arrive aussi les ecchymoses. C'est exactement pareil. Les deux sont pareils. Je voulais vous faire ce tour d'horizon rapide exprès de ces 3 effets indésirables, parce que de plus en plus on a l'impression, et vous allez voir qu'on va chercher dans la littérature, qu'il n'y a que la sclérose. Alors ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'il ne faut pas déclarer les effets indésirables? Est-ce qu'il faut les déclarer? Bien entendu qu'il faut les déclarer. Un effet indésirable, et regardez bien, c'est une réaction nocive et non voulue due à l'utilisation de médicaments à posologie habituelle ou résultant d'un mésusage du médicament. C'est un peu plus embêtant dans ce cas-là. Attention, cette définition sous-entend qu'il existe un certain degré de relation causale, l'imputabilité. C'est le mot le plus important entre la prise du médicament et la survenue de l'effet. En l'absence de lien causal, ou si ce dernier n'a pas été recherché, on parlera d'événements indésirables. Ce n'est pas la même chose. Il y a les effets indésirables et les événements indésirables. Quand je ponctionne ma veine et que j'ai une ecchymose derrière, je ne suis pas sûr que ce soit l'étoxysclérol qui soit responsable de l'ecchymose. C'est plutôt peut-être ma ponction. Appelons un chat, il faut bien définir ce qu'on fait, c'est pour ça qu'il faut continuer. Alors, un effet indésirable, il peut devenir grave, quand il y a un décès. C'est un peu ce qui est arrivé il y a quelque temps. La mise en jeu du pronostic vital, une hospitalisation, une invalidité, des séquelles, des malformations ou des anomalies congénitales. Et bien entendu, il sera dit non grave, votre effet indésirable, si vous n'avez pas tué votre patient ou si vous n'avez pas amené tout ça. Alors, ça c'est clair, c'est obligatoire. Les médecins, les chirurgiens, les sages-femmes, les pharmaciens ont l'obligation de déclarer immédiatement tout effet indésirable, suspecté, dû à un médicament. Et on doit appeler le centre, il faut déclarer ça au centre de pharmacovigilance. C'est très facile, hein, vous allez sur le truc du ministère de la Santé, je vous l'ai montré, vous l'avez ici. Vous appuyez « Je suis un professionnel de santé », clac, et là vous validez médicaments, matériel à UV, et vous remplissez votre truc. Le centre de pharmacovigilance se chargera d'étudier l'imputabilité du traitement par rapport à l'effet indésirable.
Il en est de même pour la matériovigilance, il en est de même pour le laser, il en est de même pour la radiofréquence, il en est de même pour la colle, puisque la colle est en matériovigilance, puisque c'est un dispositif d'implantation. C'est pareil, vous allez sur le site vous appuyez sur accéder au formulaire, vous remplissez votre formulaire CERFA, tout est expliqué et c'est à faire. Alors du coup, je me suis un peu amusé à ce qui se passe en France. Mais voilà. Ça, c'est les données de l'ANSM. Je vous assure, c'est pas facile à trouver. Vous allez sur le site de l'ANSM, il faut aller dans les sous-catégories. Vous allez dans Data ANSM et vous tapez polydocanol et il y a 121 déclarations reçues entre 2014 et 2022. Le but n'est pas savoir le nombre, c'est un peu se balader. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ils nous trient ça, ils sont bien la NSM et ils trient ça avec des jolis dessins, suivant si ça touche votre cerveau, vos vaisseaux, affection gastro-intestinale et autres. Jusque-là, tout me va bien, mais quand je tape Biolitech, quand je tape Métrodic, d'abord, il n'y a pas la même data. On ne trouve pas la data de matériovigilance comme il y a la data de pharmacovigilance, il faut le savoir. Ça n'existe pas. Mais j'ai essayé de pervertir le système en tapant en haut Biolitech et compagnie. Alors on arrive à des petits trucs. Je vous le dis, il y a 0 déclaration. Il y a 0 déclaration. Alors est-ce que ça veut dire que, vu que je mets mon patient bloc, que je fais un laser, que je fais une radiofréquence, on considère ça comme de la chirurgie, donc on sait que ça va faire un peu mal, donc on ne va pas déclarer l'effet indésirable. Alors que quand je fais la sclérose, je la fais dans mon cabinet, c'est pas normal que ça fasse mal, et comme ma veine a durci, comme elle est un peu inflammatoire, je déclare l'effet indésirable. Et moi, je me bats un peu contre ça en ce moment. Je me bats un peu contre ça parce que je trouve ça absolument injuste qu'on ne parle pas de la même chose pour des techniques qui sont équivalentes et qui vont toutes les deux amener à une fibrose de la veine. Alors, pour continuer, du coup, je suis allé me balader chez nos amis américains et vous voyez que là, pour Vénacil, il y a eu plus de 500 déclarations sur... je ne sais plus quelle année, en fait, c'est sorti en 2015, donc sur les 8 dernières années. Les Américains ont une vraie obligation de déclarer, ce sont les laboratoires eux-mêmes souvent qui déclarent les trucs. Closure Fast, idem. Bien sûr, Biolitech, je ne peux pas le trouver parce qu'ils ne le font pas aux États-Unis, donc j'ai pris Angiodynamique, et vous voyez qu'aux États-Unis, il y a des déclarations, pas mal. Oui, il y en a, truc. Alors, je voudrais continuer, et vu qu'il y avait ça, je me suis dit, je vais quand même aller me balader dans la littérature pour voir est-ce qu'on récupère des effets indésirables dans les études. Quoi de mieux qu'une revue Cochrane pour voir ça. Ben là, quand vous regardez la revue Cochrane, le premier truc qu'ils disent, nous n'avons pas été en mesure d'entreprendre une méta-analyse des complications post-opératoires en raison des différentes définitions et des différents points dans le temps utilisés. Personne ne parle de la même chose au même moment, avec les mêmes termes. Donc c'est très compliqué. Vous voyez, quand je compare, enfin pas moi, quand ils comparent, là, c'est revue Cochrane, hein, c'est pas moi, hein, c'est ce que je vous présente là. Quand on compare le laser à la sclérose. Ben, si on prend l'étude de Magna, ici, on a des ecchymoses et des pigmentations, mais ils n'ont pas cherché les phlébitis. C'est étonnant parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'était probablement par les phlébitis qu'on avait les pigmentations et compagnie. Voilà, Rasmussen, il raconte son histoire avec toujours un peu plus de phlébitis ici. Et Vénermo, c'est assez étonnant quand même, ce chiffre de 67% de bruising et pigmentation. On va y revenir après. Bon, pour qu'on compare avec la radiofréquence, pareil, on rapporte un peu plus de phlébitis chez la sclérose. Et puis là, voilà, vous avez vu, hop, ici c'est devenu 7%. Rien que ça, déjà, c'est pour nous inciter à lire justement les trucs. Eh bien, ils se sont trompés, c'est toujours 67%.
Donc même dans la revue Cochrane, ils se plantent dans les résultats. Alors déjà, c'est pas facile de trouver les résultats, mais en plus, il y a des erreurs dans la revue Cochrane. Et ici, vous voyez, il y a 3 sur 65, et tout à l'heure, c'est 3 sur 73. Donc c'est assez compliqué d'aller analyser tous ces effets indésirables. Donc voilà, je vous ai pris les plus connus, et une fois de plus, c'est pour que tous, je vous parle de ça, pour que tous, on essaie de parler le même langage, avec les mêmes mots, et d'écrire les mêmes choses. Et puis voilà la dernière bombe, parce qu'il faut que j'en parle aussi, et c'est sympa. 899 serious effets adverses, incluant 13 morts, 7 AVC, 211 thromboemboliques events, 482 immunoréactions. Si vous avez lu cet article, vous n'avez pas pu passer au travers de ce que j'écris à droite et qui est lâché comme ça aussi. 1215 effets adverses significatifs pour la sclérose, incluant 37 morts, 24 embolies pulmonaires, 235 DVT, 16 ulcères, entre 1970 et 2021. Et c'est balancé comme ça. Eh bien moi ça me gêne. Parce qu'on n'a aucune preuve. Il se permet de balancer ces études comme ça. Ça veut dire quoi? Que moi aujourd'hui, devant vous, dans cette assemblée, je dis attention les gars, on ne fait plus de col, on ne fait plus de sclérose, il y a trop de morts et compagnie. Moi je trouve que c'est dangereux d'écrire, je veux bien qu'on écrive, il faut écrire et c'est important, mais quand on écrit, il faut montrer l'imputabilité. Je vais vous montrer quelque chose. Là, c'est quand même hallucinant, il parle de la colle et il se permet de balancer sur la sclérose comme ça sans rien d'autre. Il balance ces chiffres-là et il s'en va. Si moi, c'est compliqué, si je raconte l'histoire comme ça, on n'a pas trop envie, alors déjà la colle s'écrit en gros comme ça, on n'a pas envie d'en faire, la sclérose on l'a trouvé dedans, j'ai plus envie d'en faire non plus. Je trouve ça hyper dangereux moi d'écrire des articles comme ça. Et du coup, cet article-là, c'est un article de Nguyen, cette analyse de la sclérose. Je suis quand même allé le lire. Et ce qui est très très embêtant, c'est qu'Nguyen, il ne donne pas les sources. Enfin, les sources, c'est le FAERS, mais il ne nous donne pas les liens pour savoir si effectivement c'est la colle, si c'est dans ce cas-là la sclérose qui a tué ou si c'est autre chose. Parce que pour revenir un peu en arrière, il nous annonce 13 morts sur la colle. Je fais exprès de passer de l'un à l'autre. On a les tableaux. Et vous voyez, il y a plusieurs, pas assez d'informations, donc là on ne sait pas ce qui a tué ou comment tuer, on ne sait pas. Et ici aussi, là ils avaient mis le guide dans la veine rénale et ils ont arrêté la procédure. La colle n'a pas été mise. Mais les morts sont mis en tête de l'article. Et c'est contre ça que je voudrais m'élever aujourd'hui, pour tous les articles et contre... Quand on fait des articles, je crois qu'il faut qu'on parle de la même chose, tout, parce qu'on va finir par massacrer nos techniques, que ça soit la sclérose, que ça soit autre chose, à lire et écrire n'importe quoi. Il faut déclarer les effets indésirables, il faut rechercher l'imputabilité des effets indésirables pour bien montrer si c'est le médicament ou pas. Il faut arrêter d'écrire des âneries, parce que ça, moi je suis désolé, ce sont des âneries de les balancer des textes comme ça sur tous ces produits, quels qu'ils soient, sans aucune justification. C'est compliqué d'aller dire il y a 13 morts, alors que quand on va là-dedans, on s'aperçoit que on n'est pas du tout sûr que c'est la colle qui a tué. Parce qu'il y en a un, il est mort 14 mois après. Quelle est l'imputabilité de la sclérose ou de la colle dans un décès 14 mois après? C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et nous, comme des cons, on gobe tout ça. Alors, je voudrais finir sur ça. Oui, bien sûr, il faut déclarer les événements indésirables. Oui, il faut faire la pharmacovigilance et la matériovigilance. Mais s'il vous plaît, il faut utiliser les mêmes termes dans les études et les déclarations. Il faut argumenter l'imputabilité dans les articles de l'effet indésirable. Et s'il vous plaît, analysez les articles de façon objective. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra effectivement parler de vrais effets indésirables et arrêter de céder à la panique des choses qui nous entourent aujourd'hui depuis quelque temps dans cette paranoïa.
un mot, un peu de sagesse. Je voudrais vous rappeler à tous que malgré son apparente simplicité, la sclérothérapie est une procédure complexe qui nécessite une formation approfondie en phléologie. Je vous remercie.